Bonjour à tous. Eh beh, écoutez, j'espère que vous allez bien, et que vous supportez sans trop de mal cette période de confinement, qui est pas une période facile pour personne. Je vous adresse cette petite vidéo pour continuer notre cours sur les médias. Alors, bien sûr, je vous promets pas qu'il y aura une vidéo à chaque semaine. C'est un essai, c'est un test que je fais pour voir si ça fonctionne et si ça vous convient. Il y aura aussi des choses, écrites, voilà. Mais, bon, si ça marche de temps en temps, je peux essayer de faire une petite vidéo. C'est peut-être, pour certains, ça sera peut-être plus sympa que de l'écrit. Bien, alors on en était resté sur, l'histoire des médias et de la presse écrite et vous vous souvenez, on avait vu comment l'introduction de la publicité dans la presse écrite, eh bien, ça avait permis à Émile de Girardin, de faire baisser les coûts de son journal et donc, parce que, du coup, il avait des revenus publicitaires et que donc, du coup, son journal, il a pu le vendre moins cher par numéro au lecteur et donc du coup, bah, il a gagné maximum de lecteurs et que ça lui a permis donc de racheter ses concurrents et de développer son entreprise de presse. Alors vous vous souvenez peut-être, j'avais insisté sur le fait que, ce phénomène d'introduction de la publicité, eh bien, en fait, il n'a pas cessé depuis et c'est encore ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui la publicité, c'est ce qui fait vivre l'ensemble des médias et non plus seulement la presse écrite. Vous savez tous que, bah, TF1, la télé en général, plus tous les réseaux d'information, numériques, eh bien, sont pour l'essentiel à 90 financés par la publicité. Donc, cette introduction de la publicité par Émile de Girardin, eh bien, c'est quelque chose d'essentiel et d'important. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Eh ben, en fait, c'est important parce qu'on avait vu jusqu'à présent que la presse écrite, elle était dépendante du pouvoir politique, hein. C'est-à-dire qu'on avait vu Richelieu, et cetera, Bonaparte et compagnie. On avait vu que, les médias, en fait, étaient très souvent, très liés au pouvoir et très dépendants du pouvoir. Avec l'introduction de la publicité, on va rapidement comprendre que les médias vont petit à petit se dégager, en tout cas en France, du pouvoir politique, c'est-à-dire que le gouvernement aura de moins en moins, surtout au XXe siècle, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on aura de moins en moins de pouvoir sur les médias, en tout cas exercera de moins en moins ouvertement le pouvoir sur les médias. En revanche, vous comprenez bien qu'on est tous dépendants de ceux qui nous font vivre. Et on verra ensemble que le pouvoir économique et financier, lui, va prendre du coup de plus en plus d'importance. Si c'est la publicité et les grandes entreprises et les groupes financiers qui, petit à petit, possèdent les médias et font vivre les médias, eh bien ça veut dire qu'à un moment, bah forcément, ils vont prendre un petit peu le contrôle et du pouvoir sur ces médias. Donc ça, c'est une idée qu'il est important que vous compreniez, que vous reteniez. Alors, on va reprendre maintenant l'historique des médias. Donc, on s'était arrêté au 19e siècle, à peu près, avec la révolution industrielle. Donc, on avait vu que, avec l'essor du capitalisme, hein, donc de l'industrie, eh bien, il y avait beaucoup de produits qui étaient créés par les entreprises, par les différentes industries, en masse. On était passé donc de l'artisanat à la production industrielle et que pour vendre ces produits, eh ben, on avait besoin de la publicité. Et donc, du coup, ça a été très bon pour les médias. Et puis, ça a bien marché jusqu'en 1929. Et en 1929, s'il y en a qui ont suivi un petit peu leur cours d'histoire, il y a eu un événement important qu'on a appelé la crise de 29, une crise économique, la première grande crise économique mondiale, en fait, de l'ère capitaliste, de l'ère industrielle. Et voilà. Donc crise de 29, les cours s'effondrent, les marchés s'effondrent, et puis bah, forcément la presse aussi, du coup, parce que à partir du moment où l'industrie s'effondre, eh ben, elle a moins d'argent à mettre dans la publicité, et donc du coup, moins d'argent sert pour financer les médias.
Alors, on parle bien sûr toujours de la presse écrite, hein, pour l'instant, c'est le seul média qui existe réellement. Et puis, arrive avant la crise de 29, il y avait eu aussi, là je fais un petit saut en arrière, mais il y avait eu aussi déjà un premier coup dur porté à la presse écrite, c'était la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ça a été très important. Pourquoi? Bah parce que on a beaucoup menti aux gens pendant la Première Guerre mondiale, à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Vous, là aussi, je pense que vous avez vu ça en histoire. Mais au départ, on a dit, oui, c'est une guerre qui va pas durer longtemps. On va faire la peau aux Allemands parce on est très fort et tout va bien se passer, etc. Et puis, bah, cette guerre qui devait pas durer longtemps, elle a duré 4 ans. Et puis, cette guerre qui devait assurer une victoire rapide des Français, bah, ça a été une guerre très très dure avec des millions de morts de tous côtés. Enfin bref, rien ne s'est passé comme ça avait été annoncé au départ par le gouvernement. Et plus embêtant, plus grave, c'est que quand le gouvernement a vu que ça se passait pas comme il l'avait prévu, eh bien, il a mis la presse sous censure, donc censure politique. Donc les journaux devaient montrer leurs articles avant de les publier. Voilà. Et bah, le gouvernement, la censure était celle du ministère des Armées à l'époque, on appelait ça le ministère des Armées, aujourd'hui ça s'appelle le ministère de la Défense. Eh bien, le ministère des Armées bah, censurait les articles. Pourquoi? Parce que il était important que les Français gardent le moral. Donc il fallait rien publier qui puisse risquer de faire penser bah, qu'on allait perdre la guerre, que bah, il fallait pas, surtout pas que le peuple se mette à douter de l'armée, se mette à douter de la victoire, etc. Donc petit à petit, au fur et à mesure que la guerre devient catastrophique, eh bien, on censure de plus en plus les journaux, les articles qui racontent en fait, qui mettent en avant les victoires françaises et puis estompent, voire masquent les défaites. Donc ça va engendrer une crise de confiance. Alors il y aura une exception dans cette censure de la presse. Ça va être un journal que vous connaissez peut-être de nom parce qu'il continue à sortir aujourd'hui, il a survécu. C'est Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, il est né au moment de la guerre en 1916, si je ne dis pas de bêtises. Il est né pendant la Première Guerre mondiale, justement pour lutter contre la censure, contre l'esprit va-t-en-guerre, l'esprit patriotique à tout craint qui régnait dans les journaux à l'époque. C'est-à-dire que le Canard enchaîné publiait des articles, comme aujourd'hui encore, qui étaient souvent assez vindicatifs, assez critiques par rapport au gouvernement et au pouvoir politique de l'époque. Sauf que, d'ailleurs, c'est pour ça, sauf que il a refusé la censure. Alors, bien sûr, il n'avait pas le droit de la refuser, mais comment il luttait contre la censure? Ben, c'est-à-dire que quand certains articles étaient censurés par le ministère des Armées, eh bien, en fait, le Canard enchaîné publiait ses pages en laissant des trous là où il aurait dû avoir les articles, voire même en indiquant que ces articles avaient été coupés par la censure. Ce qui fait que ça permettait aux gens de se rendre compte, ce qui n'était pas le cas dans les autres journaux, ça permettait aux gens de se rendre compte de l'existence de cette censure et de tout ce qu'ils pouvaient perdre comme information. Voilà, pour la petite histoire, le Canard enchaîné, d'ailleurs ça s'est appelé le Canard enchaîné, justement pour manifester cette époque de censure, puisque le canard en argot, ça veut bien évidemment dire le journal, hein. Un canard c'est un journal, et enchaîné ben, pour montrer que justement la presse n'était pas libre. Donc à l'exception du Canard enchaîné, toute la presse était soumise et se soumettait à la censure pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le Canard enchaîné, donc qui est un hebdomadaire de critique politique, qui s'exprime sur le ton de l'humour souvent, eh bien, continue à critiquer les politiques gouvernementales de tous bords. Et c'est un des rares journaux qui reste, je parlais tout à l'heure du pouvoir financier sur la presse,
eh bien c'est un des rares médias qui reste indépendant, totalement indépendant, puisqu'il n'a pas recours à la publicité pour son financement. C'est un des très rares exemples de presse écrite, de journaux en France, qui est financé à 100% sans publicité. C'est-à-dire que ce sont les, les- la vente des numéros du journal qui finance ce journal. Et ce qui est paradoxal, enfin ce qui peut paraître intéressant à savoir, c'est que c'est un journal qui n'a jamais eu de problème de trésorerie, contrairement à tous les autres, Le Monde, le Figaro, Libération, enfin tous les grands journaux français sont régulièrement au bord du gouffre, au bord de la faillite, hein, et sont rachetés régulièrement par des gens qui les renflouent financièrement. Et ben, le Canard enchaîné, lui, n'a jamais souffert de ces problèmes de trésorerie, bien que ne faisant jamais appel à la publicité. Voilà. Ça, bon, c'est trop compliqué à développer dans cette petite vidéo, on en reparlera éventuellement. Bref, ce qu'il faut donc retenir de cette période de la Première Guerre mondiale, c'est que du coup, bah, les Français vont perdre totalement confiance dans leurs médias. À force, ils vont se dire: «Non, c'est pas possible, la presse nous ment», d'autant plus que les gens ont tous perdu des membres de leur famille, des fils qui sont à la guerre. Cette guerre a fait des millions de morts, je vous le rappelle, donc presque chaque famille a eu un mort ou plusieurs, même y compris dans les campagnes les plus reculées, hein, puisque les gens étaient appelés à la guerre et puis partaient, et puis il y en a beaucoup qui ne revenaient pas. Donc les gens vont se rendre compte qu'il y a une différence, hein, qu'il y a un contraste entre la réalité hein, de ce nombre de morts toujours plus grand et puis ce qui est raconté dans les journaux. Donc tout ça, ça va faire qu'à la fin de la guerre, bah, à la fin donc en 1918, dans les années 20, les gens ont pour une grande part perdu confiance dans la presse écrite, dans les journaux français. Alors là-dessus se rajoute la crise économique de 29 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la presse n'est pas en très bonne forme, la presse française n'est pas du tout en très bonne forme dans les années 30, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis donc arrive cette Seconde Guerre mondiale, et là, bah, rebelote, on remet les journaux sous contrôle du ministère des Armées, du ministère de la Défense, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de critiques en période de guerre, il faut que tout le monde soit soudé, uni derrière l'armée française, ta ta ta. Donc il ne faut absolument pas qu'il y ait trop de critiques du gouvernement, de ce que fait l'armée, etc. Donc on réinstaure la loi martiale et la censure donc, de la presse par l'armée. Sauf que là, ben, il va y avoir le phénomène nouveau, c'est qu'il va y avoir une défaite très rapide, hein, puisque la guerre est déclarée en 39, et puis en juin 1940, comme vous le savez, si vous êtes bon en histoire, ben, c'est que l'Allemagne, l'armée allemande bat à plate couture l'armée française, c'est la défaite, c'est la capitulation, et puis donc en 40, eh ben, la France en 41, la France est occupée par les Allemands. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les journaux? Eh bien, en fait, la plupart d'entre eux vont choisir de fermer, hein, puisqu'on n'a pas le choix. Les Allemands, la France a capitulé, il y a le gouvernement de Vichy avec le maréchal Pétain. Donc, la France se met au service de l'Allemagne. Donc, les journaux, ils n'ont pas le choix. Soit ils collaborent avec l'ennemi, avec les Allemands, soit bah, ils disparaissent. Donc, ben, il y en a la moitié qui vont choisir de fermer, de disparaître. Et puis ben, les autres, ben, ils vont se mettre au service de l'Allemagne. Voilà. Donc du coup, ben, ils vont être soumis à la censure, cette fois de l'occupant, hein, des Allemands. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de Français qui là non plus sont pas très satisfaits par ce qu'ils vont trouver dans la presse, parce que c'est plus du coup uniquement la censure de l'armée, mais c'est la censure de l'occupant, de l'ennemi. Donc les Français, ben, pour beaucoup, vont cesser de croire ce qu'il y a dans les journaux, voire vont cesser tout simplement d'acheter et de lire les journaux. Enfin, tout au moins ceux qui ne sont pas pro-allemands, pro-nazis, parce qu'il y avait quand même pas mal de Français, enfin quelques Français,
qui n'étaient pas du tout déçus de la défaite de la France, voilà, mais qui croyaient voilà, dans l'idéologie nazie et puis qui étaient collaborateurs. Voilà. Mais à part cela, bah, les autres ont cessé de lire la presse ou en tout cas de croire ce qu'il y a dedans. Alors, il va y avoir un nouvel acteur qui va rentrer en jeu à ce moment-là, par rapport à ce qui va changer la donne par rapport à la guerre de la Première Guerre mondiale. C'est qu'entre-temps, bah, il y a eu l'invention de la radio. Alors, la radio, à l'époque, ça ressemble pas du tout à ce que c'est aujourd'hui, hein. C'était des espèces de gros meubles en bois, genre bahut breton ou normand, si vous voulez, voilà, avec des gros boutons. Et voilà, ça coûtait très cher à acheter. Donc finalement, il y avait assez peu de Français qui étaient équipés donc de postes de radio, mais il y en avait, ça commençait dans les années, pendant la Première Guerre mondiale, ça commençait, quelques familles avaient un poste de radio, quelques familles par quartier avaient un poste de radio et écoutaient, c'était quand même assez magique, assez nouveau, donc écoutaient la radio. Alors bien sûr, la radio française, eh ben, elle est comme les journaux, c'est-à-dire qu'elle est mise au service des Allemands, et donc elle va faire servir la propagande allemande. Mais ce qui va se passer, comme vous le savez tous, c'est que le général de Gaulle est parti donc à Londres et a décrété la résistance, hein, a incité les Français à rentrer en résistance, et il est parti se réfugier à Londres. Et de Londres, il va organiser la résistance, et cette résistance, elle va beaucoup, beaucoup, beaucoup passer, notamment par le canal de la radio. Parce que la radio, elle a un avantage énorme, c'est que l'information passe par les ondes et non pas par un support papier. Le support papier, on peut le saisir, on peut le confisquer, on peut le brûler, on peut le détruire, voilà, il a un support physique. Les ondes, bah, c'est relativement immatériel, voilà, ça peut pas s'attraper, ça peut pas se saisir. On peut saisir éventuellement les émetteurs, mais on peut pas arrêter facilement les ondes. Et on peut du coup, bah, si on a un émetteur suffisamment puissant, bah, émettre de l'étranger, en dehors de la zone territoriale française, et donc du coup échapper aux soldats et à la police allemande. C'est ce que va faire De Gaulle en utilisant la BBC, donc la radio anglaise, pour émettre à destination du peuple français et de la résistance, et donner bah, des consignes, organiser des choses, etc. Alors bien sûr, il y aura des tentatives de brouillage hein, de la part des Allemands, essayer de brouiller les ondes en suspendant des objets métalliques à des dirigeables, etc. Donc la radio sera en partie, sera parfois, ils auront parfois du mal à écouter, à capter. Mais néanmoins, il y aura quand même des Français, pas mal de Français, qui le soir, il y avait un créneau sur la BBC qui était réservé à c'était la France parle, les Français parlent au français, et donc qui était donc en langue française et qui était destiné au peuple français. Et il y a pas mal de Français qui vont écouter clandestinement Radio Londres. Alors il fallait pas se faire attraper, bien sûr, parce que c'était formellement interdit. Mais bon, autant quand on se promène avec un journal de la Résistance, on peut se faire arrêter. Et à ce moment-là, on peut prouver assez vite que vous l'avez en votre possession. Autant quand vous tournez la molette de la radio le soir pour écouter Radio Londres, c'est plus difficile de se faire repérer. Voilà. Et ça, c'est important. Pourquoi je cite cette anecdote? C'est parce que bah, du coup, ça va, à l'issue de la guerre, à la libération, la presse française sera en très 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 mauvais état. En revanche, la radio aura acquis ses lettres de noblesse, entre autres un peu grâce à Radio Londres et à ses émissions. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe pour la presse à la Libération? Eh bien, une fois que la France donc est libérée, victorieuse avec les Alliés, eh bien, il faut remettre en place le pays et notamment le système médiatique. Donc, ben, on va déjà commencer par une phase qu'on appelle d'épuration, hein, qui a eu lieu pas seulement pour la presse, mais on recherche un peu les collabos, on les punit, on les emprisonne, etc. Et pour la presse, ça va être un peu pareil, c'est-à-dire que
tous les journaux qui ont survécu pendant l'occupation allemande ont tous forcément collaboré, ils n'avaient pas le choix, donc ils vont tous être interdits, supprimés. On va leur confisquer leurs moyens de production, les imprimeries, les bureaux, les trucs comme ça, et vont se créer de nouveaux journaux, voilà, qui n'ont pas donc de passé suspect, etc. Donc, par exemple, un journal comme le journal qui existe aujourd'hui, Libération, eh ben, le journal Libération doit son nom, alors il a refait faillite depuis, mais doit son nom et a commencé à la Libération, donc après 1945, hein, et fait partie de ces journaux, donc à qui on a attribué les moyens des anciens journaux collaborateurs. Donc la presse repart, voilà. Sauf que, ben, encore une fois, ce qui va surtout repartir et ce qui va surtout avoir du succès, ça va être principalement la radio. Alors on a bien compris, on a tiré les leçons de cette histoire de la guerre, et on a bien compris que la presse, elle devait être plus indépendante, voilà, par rapport au pouvoir. Et donc en 1944, il va y avoir des textes de loi qui sont pris pour réguler, pour organiser la façon dont la presse doit se comporter, doit être organisée, comme des lois en fait. Ces lois, on va les appeler les ordonnances de 1944. Ordonnance, ça veut dire texte de loi en quelque sorte. Donc les ordonnances de 1944 vont être décrétées, adoptées par le gouvernement de l'époque, pour éviter justement, pour assurer, garantir la liberté, l'indépendance de la presse pour l'avenir. Alors, je vais m'arrêter là pour la vidéo, voilà, parce que je pense que vous avez déjà pas mal de choses à comprendre et à retenir. Et je vais vous joindre à cette vidéo, justement, quelques documents, un document au moins, ou plusieurs, sur justement les ordonnances de 1944. Et je vous demanderai donc de les étudier avec un peu d'attention. Voilà, bah, écoutez, j'espère que j'ai pas été trop confus, j'espère que vous avez tout compris. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, ben, bon courage et travaillez bien. À bientôt.